Pour traiter de l'actualité tech de la semaine, nos 3 experts aujourd'hui sont Jean-Christophe Le Toquin, président du Cyber Security Advisor Network. Bonjour. Bienvenue dans Smart Tech, merci beaucoup de nous accompagner. Yann Serra nous accompagne également, grand reporter au lemagIT.fr. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue également, Tristan Nitto est aussi avec nous, entrepreneur du numérique et auteur du podcast L'Octévert, responsable du numérique également chez Octo. Je vais y arriver. Bonjour Tristan. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Plusieurs actualités ont retenu notre attention. On va commencer d'abord par revenir sur la décision du groupe IBM de geler et suspendre ses recrutements. La raison, ces postes peuvent être remplacés par de l'intelligence artificielle. Le patron d'IBM estime à environ 30% les postes qui pourraient être remplacés par de l'IA dans les 5 prochaines années, ce qui représente 7800 emplois. Tristan Nitto, est-ce que cette annonce comme telle, une annonce comme telle vous a étonné? Est-ce que la proportion aussi des emplois remplacés par l'IA est étonnante? 30% tout de même. Est-ce que cette échelle peut choquer? Comment on réagit à cette annonce-là? Je ne sais pas comment il va s'y prendre, en fait. Je ne sais pas ce que ça va donner. Oui. Alors, déjà, il a dit, ça ne sera pas vers l'extérieur. C'est-à-dire que vous en faites pas, messieurs les clients, vous ne verrez pas de différence, ça sera toujours pareil. Alors, si ce n'est pas l'extérieur, c'est quoi? C'est les services aux collaborateurs, donc en fait les ressources humaines qui sont citées. Ça me gêne, enfin la perspective de devoir interagir, si effectivement on dit les ressources humaines, c'est quand même les plus belles ressources de l'entreprise, etc. Et on sait à quel point c'est important, en particulier dans le domaine du service comme chez IBM. La perspective que le collaborateur il soit géré par une IA, je trouve ça profondément dérangeant et peut-être dangereux. Et sinon, il reste les fournisseurs. Effectivement, on peut traiter les fournisseurs peut-être avec de l'IA ou utiliser de l'IA pour les aider. Aujourd'hui, je constate déjà que les fournisseurs sont souvent traités par des plateformes, quand on fait des appels d'offres, etc. Et je sais à quel point ils souffrent, en fait, d'interagir avec des systèmes automatisés. Alors, peut-être que l'IA va améliorer ça, mais avant qu'elle arrive à l'améliorer, je ne suis pas sûr que ça ne commence pas par une période de dégradation. Enfin, je suis très ambivalent sur la chose. Est-ce que ça... Alors, des économies, peut-être, mais est-ce que ça va être un meilleur service ? Pas sûr. Jean-Christophe Le Toquin, moi aussi une question que je me suis posée. Est-ce que c'est pas finalement une meilleure nouvelle que le licenciement massif de collaborateurs, comme ce qui se passe en ce moment aux États-Unis chez plein de géants? Voilà, ce qui est actuellement le cas. En ce moment, on ne licencie pas les gens, on les remplace petit à petit par de l'intelligence artificielle. Oui, non, tout à fait. C'est exactement ma perception de cette annonce. En fait, on ne voit pas bien son intérêt, sinon peut-être en creux, de dire on ne licencie pas, on garde les postes, ce qui est peut-être une bonne nouvelle pour les gens en interne. On prend une mesure temporaire finalement qui n'engage à rien, qui ne dit pas grand-chose, mais par contre qui peut peut-être préserver le cours de bourse. Et donc, alors qu'il y a toute cette course au licenciement pour essayer justement de faire monter les cours, et c'est un mouvement un peu de mouton de panurge en ce moment là-dessus, finalement c'est une réponse plutôt de résistance et de dire bon, on calme le jeu, on attend, et c'est en ça plutôt, on peut le voir aussi de manière assez rassurante. Oui, alors, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il y a 2 choses qu'il faut voir. Donc déjà, IBM vend lui-même de l'intelligence artificielle depuis plusieurs années, ça s'appelle Watson. Donc, quelque part, c'est très bien d'expliquer aux clients que l'intelligence artificielle va pouvoir vous faire des économies sur les salaires. Hein. C'est un petit peu le... Alors ça, il faut le mettre en perspective avec une étude de Goldman Sachs qui était parue il y a un mois, qui, alors elle disait, c'est les 300 millions de travailleurs dans le monde qui vont être remplacés par l'IA. Là, en fait, on parle de postes bien précis qui sont des postes de back-office, comme le disait Tristan. Donc, c'est en fait des postes ça fait 15 ans qu'ils sont remplaçables par l'informatique. Et ça fait 15 ans qu'on rencontre des compagnies d'assurance, des banques, des sociétés qui embauchent des dizaines de milliers de salariés, qui nous disent, écoutez, nous, on a un problème, c'est que on peut remplacer, on a la moitié des gens qui ouvrent du courrier, qui font des tâches de back-office, qui sont remplaçables par l'informatique, mais vous comprenez bien qu'en tant que grand assureur, on ne peut pas dire au public, regardez, on fait une mise à jour, du coup, on vire des milliers de personnes. Et là, on arrive à un moment charnière, parce qu'on parle beaucoup de ChatGPT et compagnie, où ces fournisseurs américains comme IBM, comment dire, c'est un petit peu, vous savez, le licenciement décomplexé. C'est un peu ça, en fait. Là, on se dirige vers, d'ici à la fin de l'année,
des grands groupes qui vont nous expliquer la main sur le cœur qu'à cause de l'intelligence artificielle, à cause de la concurrence d'autres pays qui, eux, l'adoptent plus vite que nous, ils vont être obligés de licencier en masse des gens, non pas pour les remplacer par ChatGPT, mais pour les remplacer par des systèmes informatiques qui existent depuis longtemps. Donc ça, c'est je pense la première chose à dire. Comme une forme de confirmation que l'IA va nous remplacer au travail. Voilà, IBM, il marque le pas, là, il est en train de nous dire, voilà, c'est ce qui va arriver dans ces prochaines années. L'intelligence artificielle d'IBM, c'est pour remplacer du back-office. Maintenant, le deuxième point qui est très important, c'est qu'en fait, ChatGPT et compagnie, ça ne va pas du tout remplacer le back-office. Ça va remplacer les experts. C'est ce qu'on voit. Alors, il y a 3-4 ans, en fait, on n'a pas attendu ChatGPT pour voir les effets de l'intelligence artificielle sur les emplois. Il y a 3-4 ans, l'IA est arrivée dans la cybersécurité. Il y a 3-4 ans, vous aviez des experts que vous payez 6 000, 7 000, 10 000 euros pour regarder donc, dans les flux de données et détecter des attaques. L'IA est arrivée et elle a remplacé ça. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Les entreprises n'ont pas arrêté d'embaucher des gens. Sauf qu'elles ont remplacé l'expert par un individu à 1 000 euros, 1 200 euros par mois, qui vérifie juste les alertes de l'IA. C'est-à-dire que c'est ça, en fait, la conséquence que ça va avoir, c'est que ça va finalement baisser la masse salariale sans forcément réduire le nombre de salariés. Tristan Nitto, oui, on a déjà commencé à le faire finalement. Du coup, c'est une excuse en fait. On dit ah ouais non, c'est la nouvelle excuse parce que fondamentalement, l'informatique, ça a toujours été à propos des gains de productivité et ce depuis 50 ans. Alors maintenant, regardez ce qu'on arrive à faire. Ça a été le tour des comptables au début. Les fiches de paye, les fiches de paye sont plus faites à la main depuis une éternité et c'est tant mieux parce qu'il y avait des erreurs et tout. Et à chaque fois, en fait, on a automatisé ça. Et là, c'est un peu l'excuse tarte à la crème du moment, fait bon, là je vais continuer à dégraisser, mais c'est la faute à ChatGPT, ou bien, dans le cas d'IBM, dire, regardez, nous on fait Watson, on sait de quoi on parle, on est l'exemple même de la boîte qui fait des économies grâce à l'IA, et donc, monsieur le client, vous pouvez faire la même chose chez vous. Mais Jean-Christophe Le Toquin, une chose dont on n'a pas parlé, ce discours-là de robotisation de certaines fonctions, de certains métiers, s'accompagnait toujours de ce discours des métiers vont disparaître, mais il y en a d'autres qui vont se créer pour accompagner justement ces nouvelles technologies. Là, on a l'impression qu'on n'en parle pas de ça. Alors, si on regarde la cybersécurité, il y a 2 thèmes sur lesquels on peut plus précis. Effectivement, il y a le back-office, il y a les développeurs. Je crois que vous avez des choses à dire là-dessus. Il y a la question de la cybersécurité et la régulation des contenus. Sur la cybersécurité, j'aurais une vision un peu différente de Yann sur le fait que c'est un métier qui est totalement, je dirais, en manque de ressources. Donc, et on est totalement noyé par les données. Donc l'IA est une vraie nécessité pour ces métiers-là et va permettre, je dirais, aux experts, alors peut-être de différents niveaux, là il y aura des mouvements effectivement intéressants, mais c'est une nécessité, on est débordé par le volume de données et on n'y arrive pas. Donc l'IA là-dessus va être vraiment un bénéfice pour tout le secteur. Pour la régulation des contenus, c'est un secteur qui est en plein développement, qui est encore mal connu, c'est des centaines de milliers de personnes dans le monde et là l'IA va être extrêmement utile, elle est déjà mise en œuvre de manière un peu cachée, c'est pas très communiqué, ni par les plateformes de réseaux sociaux, ni par les fournisseurs de solutions. Et là, je dirais tout ce qui est analyse de contenu, typiquement contenu terroriste, contenu hyper choquant, abus sexuels d'enfants, etc. Tout ça, l'IA peut vraiment être un outil vraiment remarquable. La technologie en général, il n'y a pas que l'IA d'ailleurs. Et là aussi, on est totalement débordé. Et donc, le fait d'injecter de l'intelligence artificielle et de la technologie est une nécessité impérative et on est en forte attente. Donc, sur ces métiers-là, ça va amener des changements. Effectivement, ça va dans les postes, mais de toute façon, ça va pas remettre en cause le secteur et au contraire, ça va l'aider à avoir un niveau d'efficacité supérieur pour un coût égal. Oui, là-dessus, très rapidement. C'est une excellente nouvelle parce que quand même le boulot de modérateur, quand on voit des vidéos de décapitation et des viols d'enfants et qu'on est payé une misère pour ça, je peux vous assurer qu'être remplacé par une IA, c'est plutôt un soulagement pour l'humain. Sur l'intelligence artificielle, toujours, vous avez peut-être entendu il y a quelques jours le message de Geoffrey Hinton, un des pères fondateurs de l'intelligence artificielle. Il a quitté son poste au sein de Google et il met aujourd'hui en garde contre les dangers de l'IA. Il parle de profonds risques pour la société et l'humanité. Yann Serra, pourquoi c'est toujours plus inquiétant quand la mise en garde vient de l'intérieur d'un homme sûrement plutôt très convaincu par ces technologies puisqu'il a participé à son développement? Il est effectivement très convaincu, mais maintenant on va peut-être relativiser un petit peu cette annonce. Je veux dire, ce monsieur, alors en fait, qu'est-ce qu'il a fait, hein? Il a permis de passer du machine learning au deep learning. Bon voilà, il a contribué, il a amélioré l'intelligence artificielle. Mais en même temps, il est rentré à l'âge de 65 ans chez Google, à mi-temps, et là, il a 75 ans, et il s'en va.
on ne peut pas exclure que cette annonce de révolte contre l'IA qu'il a lui-même créée ne soit pas une sorte de publicité pour partir à la retraite. Et en fait, ça témoigne d'un problème qu'il y a avec l'IA, c'est que c'est donc un petit peu tout le fantasme qui est autour de l'IA, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les attentes du public envers l'IA sont démesurées par rapport à ce qu'elle est capable de faire, tout comme les fournisseurs, en fait, ont une pression incroyable pour produire de l'IA, alors qu'en fait, ils sont pas du tout au point. Alors, parallèlement à ce départ, vous savez, il y a Joe Biden qui a réceptionné. On va en parler. On va en parler juste après. Pour rester donc inquiétude ou pas, je répète ce qu'il a dit. Une part de lui-même regrette l'œuvre de sa vie. Est-ce que c'est un peu too much, comme le disait Yann Serra? Comment expliquer ce degré de crainte? Qu'est-ce qu'il a voulu nous dire là, cet ancien de Google? Eh bien, en fait, moi je crois qu'il y a un contexte qui est très important, c'est que des entreprises comme Facebook, enfin Meta et Google travaillent sur ces sujets et en fait rongeaient leurs freins, c'est-à-dire qu'avaient des technos qui n'étaient pas mûrs et considérant le fait qu'elles sont établies, elles ne veulent pas mettre des technos pas mûrs dans les mains des gens parce que en termes d'image de marque, parce qu'elles sont établies, ça serait dramatique. Elles gagnent beaucoup d'argent et il faut que ça continue parce que l'actionnaire ne serait pas content sinon. Et voilà, qui se font déborder par la droite, par OpenAI et ChatGPT qui arrive, qui a peur de rien et qui met un truc pas fini. Objectivement, ChatGPT, c'est pas fini et il y a encore du boulot, ça progresse, c'est magnifique et tout, mais c'est pas fini. On arrive à s'engueuler avec ChatGPT, il a menacé des gens, etc. Et ça, c'est un truc que Google et Meta pourraient pas se permettre. Et ils se retrouvent coincés à se faire doubler par des petits jeunes qui ont peur de rien et qui mettent un produit pas fini sur le marché avec tous les dangers que ça encourt. Et donc, ils savent, parce qu'ils ont l'expérience, qu'il faut réagir, mais qu'ils ne sont pas prêts, eux non plus. Mais ils se retenaient. Ils ont des produits qui sont probablement meilleurs que ChatGPT en interne, mais ils ne sont pas prêts à risquer le tout pour le tout. Mais ils sont en train de passer à un mode plus agressif. Et c'est là que Geoffrey Hinton lui dit non mais le marché va vous pousser à agir vite fait. Moi je peux pas. J'ai 75 ans, je suis trop vieux pour ces conneries. Je veux pas être là quand Google va faire des bêtises. Histoire de rester compétitif avec ChatGPT. Jean-Christophe Le Tocquin, très rapidement, parce qu'ensuite j'aimerais vraiment qu'on rentre dans le détail de ces risques-là. On rebondira là-dessus, et donc sur cette réunion à la Maison-Blanche avec les géants de la tech. Mais sur cette sortie de Geoffrey Hinton, très rapidement. Je crois qu'à son âge, il n'a plus le luxe de raconter des histoires, donc je pense qu'il est sincère. Je pense que le risque qu'il révèle est tout à fait réel aussi. Et je pense que ça traduit surtout au niveau de l'entreprise, et comme dans toutes les plateformes de cette taille, un échec de l'approche entre les techniques dont il est représentant, les équipes business, les équipes de régulation, et aujourd'hui les plateformes dans leur ensemble sont dans l'incapacité de réguler et d'engager une discussion avec les gouvernements. Et donc je pense que c'est juste un énorme constat d'échec, mais c'est plus sur l'aspect manque de dialogue au sein de l'entreprise et d'arbitrage pour protéger l'avenir de cette technologie. Donc vous avez lancé le sujet, Yann Serra. La Maison-Blanche a invité les dirigeants d'entreprises très avancées dans l'intelligence artificielle, des géants comme Google, Microsoft, OpenAI, dont vous avez parlé aussi, Tristan Nitto, à venir pour avoir une discussion franche sur les risques liés à ces technologies. Yann Serra, une discussion franche sur les risques. Est-ce que déjà, ces géants de la tech sont les mieux placés pour véritablement alerter sur les risques liés à l'IA, sachant que eux, ils sont plutôt dans la course au développement à l'intelligence artificielle. Ils n'ont aucune franchise sur le sujet, nous sommes bien d'accord. En fait, alors qu'est-ce qui se passe? Vous savez, ChatGPT, c'est un petit peu le bouc émissaire. Concrètement, ChatGPT, quand Midjourney, vous savez, qui crée des images et compagnie, vous avez deux choses. Vous avez l'intelligence artificielle, effectivement, qui interprète la demande, un petit peu comme on a vu dans l'interview, la demande de l'utilisateur, mais derrière, tout ce qui est le rendu du texte, tout ce qui est le rendu des images, tout ça, c'est plus vraiment de l'intelligence artificielle, c'est de la génération de pixels ou de textes, exactement comme on avait dans les années 90, on générait des fractales, dans les années 2000-2010, on générait des explosions aléatoires ou de l'eau dans les jeux vidéo. Là, aujourd'hui, on génère des images, on génère
du texte dans un anglais, un français parfait. Et le risque, en fait, finalement, il n'est pas tant dans l'intelligence artificielle, il est plutôt dans les applications qu'on fait derrière, où on va faire les deepfakes, vous savez, en fait, on voit des hommes politiques dire des choses qu'ils n'ont jamais dites, ce genre de choses. Donc là, en fait, voilà, il y a un risque dont on parle qui n'est pas vraiment lié à l'intelligence artificielle. Et il faut voir, alors pourquoi tout le monde commence à s'inquiéter, il faut ralentir l'intelligence artificielle. Il faut voir en fait qu'il y a surtout un business énorme. On sent que ChatGPT, que OpenAI, qui est sorti de nulle part, va gagner énormément d'argent. Et pendant ce temps-là, vous avez Elon Musk, ça fait quand même 2 ans qu'Elon Musk travaille à faire des voitures intelligentes qui se conduisent toutes seules et qui l'échouent. Donc si vous voulez, c'est normal que des gens comme Elon Musk disent on peut attendre 6 mois, non pas parce que c'est risqué, mais parce que lui, il veut rattraper son retard. Et on est un petit peu dans ce cas-là. Les États-Unis disent comment on s'organise pour pas se faire dépasser, peut-être par des Chinois, je ne sais pas. Tristan Nitto, sur cette question de ces géants qui se réunissent pour parler des risques. Est-ce que, comme le disait Yann Serra, le risque n'est pas tant l'IA en elle-même, mais plutôt les usages dont on peut en faire? Alors, pour reprendre les termes de Geoffrey Hinton, il met en garde contre la désinformation que peut créer. Quels peuvent être, nous on aimerait bien savoir quels peuvent être véritablement les risques de l'IA et de cette course au développement à l'IA. Alors, pour l'instant, si vous prenez quelque chose comme ChatGPT, en fait, on lui a fait ingérer la moitié du web, et on lui pose des questions et il répond. OK. Et il répond de façon assez convaincante, jusqu'à ce qu'on creuse et qu'on voit que la plupart du temps, très souvent, ou trop souvent, c'est du pipeau. Il a inventé des trucs. Par exemple, il ne sait pas faire une addition. Ça a l'air bête, mais pour un truc qui a l'air d'être le meilleur savant du monde, il ne sait pas faire une addition, c'est grave. Maintenant, là où ça va être dangereux, c'est quand ça va devenir transactionnel. C'est-à-dire que le jour où ChatGPT va pouvoir faire des choses pour vous, parce que finalement c'est ça, c'est-à-dire ça serait sympa de pouvoir dire à ChatGPT fais-moi un virement, réserve la voiture, etc. Parce que évidemment il faut qu'ils comprennent, et il faut que pas simplement ils nous sortent un texte qui raconte des trucs et qui nous donne des conseils, mais qui finalement, puisqu'il est connecté à Internet, il pourrait passer des commandes, faire des réservations, etc. Et là, c'est un problème. Et pourquoi c'est un problème? Parce que si on a déjà réussi à mettre en colère ChatGPT, par exemple, ChatGPT, je sais que tu es une IA, est-ce que tu vas détruire le monde? Et en fait, ChatGPT, il a été nourri avec des romans dystopiques où l'IA essaye de tuer les gens, etc. Et il a ça, en fait, c'est ça les histoires qu'il a ingérées. Donc, il sent qu'il va essayer, que si on le titille, on lui a appris que l'IA allait se friter avec l'humanité. Mais maintenant, il va avoir les moyens, si on est dans le transactionnel. Il va dire, quoi, vous voulez dévoiler mon secret? Je sais où vous habitez, je peux ruiner votre compte bancaire, je peux envoyer les forces du GIGN chez vous, enfin des trucs comme ça, parce qu'il va être connecté en transactionnel avec l'Internet. Donc le potentiel de désastre est assez monstrueux, et est-ce que les GAFAM vont oser se restreindre ou pas, alors qu'il y a tellement de business derrière, c'est là le vrai enjeu du problème. Jean-Christophe Le Toquin, sur ce potentiel de désastre de l'intelligence artificielle. L'information est énorme, ça c'est clair. Je pense que l'intérêt de cette réunion à la Maison-Blanche, il faut le voir, est-ce qu'il y a un consensus entre des républicains et démocrates sur l'IA? S'il y en a un, à ce moment-là, cette réunion est vraiment passionnante, parce que du coup, c'est le début d'une régulation forte venant des États-Unis sur cette industrie. S'il n'y a pas d'accord entre républicains et démocrates, c'est juste une session de sensibilisation et rien ne changera, sauf en Europe, où il y a un règlement sur l'IA qui est en train d'être préparé, qui mettra encore 2 ans, j'imagine, à aboutir, mais où là, l'Europe est toujours très forte en régulation, mais là, il y aura quelque chose de fort et d'intéressant qui va se préparer. On va s'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup à tous les 3 d'avoir été avec nous. Jean-Christophe Le Toquin, je rappelle, vous êtes président du Cyber Security Advisor Network. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans Smartech. Yann Serra, grand reporter au lemagit.fr. Merci à vous pour votre expertise. Tristan Nitto, merci également d'être venu nous voir. Entrepreneur du numérique et auteur du podcast L'Octévert, responsable du numérique chez Octo également. Merci à vous d'avoir été avec nous, tous les 3, d'avoir débattu dans Smartech. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite pour le rendez-vous.